Bonjour chers amis, le cours d'aujourd'hui c'est le paludisme. L'introduction, il faut toujours évoquer un paludisme en présence d'une fièvre dans les mois suivant le retour d'une zone d'endémie paludisme, quels que soient les symptômes associés et même si un foyer infectieux ou une co-infection est identifié. Il faut toujours commencer par l'urgence, le palud. Devant une fièvre, après un retour d'un zone d'endémie, on évoque le palud, même si on a trouvé un foyer d'infection. Toute suspicion de paludisme est une urgence diagnostique et thérapeutique. C'est l'extrême urgence épidémiologique et diagnostique et thérapeutique. Le diagnostic repose sur l'association d'une technique sensible, goutte épaisse et frotte mince, qui permettent le diagnostic rapide de l'espèce et déterminer aussi la parasitémie. Les espèces comme la Plasmodium falciparum et Plasmodium knowlesi peuvent causer des accès palustres graves. Donc, la présence du signe de gravité impose le transfert vers réanimation. L'artésunate en IV est le traitement de référence pour le paludisme grave. La quinine étant utilisée uniquement si l'artésunate n'est pas immédiatement indispensable. Donc les combinaisons à base de dérivés artémisini sont indiquées en première intention dans le palud non compliqué d'importation à Plasmodium. Les mesures de protection personnelle antivectorielle doivent être expliquées à tout voyageur en rendant en zone d'endémie palustre. Donc pour le Haut Conseil de la santé publique publie chaque année des recommandations sanitaires pour les voyageurs à l'intention du professionnel de santé, source fiable d'informations pour adapter à la chimioprophylaxie du paludisme aux conditions du voyage et aux caractéristiques du voyageur. Pour les généralités, donc le paludisme est un protozoose dû à hématozoaire du genre Plasmodium. On a 5 espèces: Falciparum, Vivax, Oval, Malaria et Knowlesi. Le réservoir est strictement humain, sauf pour Knowlesi, le réservoir est le singe. Le vecteur, c'est l'anophèle femelle, a une activité hématophage nocturne. Ce moustique ne fait pas de bruit et sa piqûre est indolore. Pour l'incubation et latence, l'incubation, la durée minimale c'est 7 jours pour Falciparum, 10 à 15 jours pour les autres. Pour la durée maximale, c'est 2 mois pour Falciparum et 3 ans pour Vivax et Ovalie et plus de 10 ans pour Malaria. Mais nous, on insiste beaucoup plus sur le Falciparum puisque l'urgence, c'est l'espèce qui peut donner des formes graves. Donc le cycle parasitaire. Donc pour la schizogonie, c'est le cycle asexué. Pour l'étape hépatique est asymptomatique. Et pour l'étape érythrocytaire, c'est symptomatique. On a des manifestations du paludisme dues à la manifestation due à la schizogonie érythrocytaire. La gravité est liée à l'espèce, parasitémie et l'immunité de l'hôte. Pour la Falciparum, la schizogonie érythrocytaire effective presque exclusivement dans les capillaires vaisseaux, notamment cérébrales, dans les plasmodiums graves. Cette espèce plasmodiale est donc responsable des formes graves du paludisme. La parasitémie peut être élevée. Car cette espèce parasite toutes les émacées, quel que soit l'âge, pas comme les autres espèces. Donc, pour le cycle, on a le cycle chez l'anophèle, c'est le cycle sexué. On appelle la sporogonie. Et chez le patient, c'est le cycle asexué, c'est la schizogonie. Donc, lors d'un piqûre, pour le cycle asexué, on a 2 étapes. Une étape effectuée au niveau du foie
C'est la schizogonie hépatique entre 1 à 2 semaines et la schizogonie érythrocytaire. Donc, lors d'une piqûre par anophèle, on attrape les sporozoïdes. Les sporozoïdes capables d'entrer dans les hépatocytes et multiplier. Donc, certains sporozoïdes peuvent persister dans les hépatocytes et donner des hypnozoïdes qui peut être réactivés par la suite, sont beaucoup plus intéressés par les espèces vivax et ovalées. Donc, lors de l'éclatement des hépatocytes, elle va libérer les myrozoïdes. Les myrozoïdes capables d'entrer dans les hémacées et transformés en trophozoïdes, qui est transformé aussi par la suite en schizontes. Les schizontes, donc, lorsque les schizontes éclatent, donc lorsqu'il y a un éclatement des hémacées, à cette étape, on a les symptômes. Donc, l'éclatement des hémacées s'effectue selon le cycle, soit 48 heures, soit 62 heures pour l'espèce malaria, et va libérer des myrozoïdes qui vont contaminer d'autres hémacées. Certaines schizontes vont transformer en gamatocytes qui entrent dans l'anophèle lors d'une deuxième piqûre puis par la suite on a des fécondations des gamatocytes et qui vont donner des sporozoïdes dans les glandes salivaires et il y a le refaire du cycle lors d'une deuxième piqûre. J'espère que les choses soient claires. Pour les manifestations cliniques du paludisme sont essentiellement celles d'une anémie hémolytique. Parce que, comme on a déjà vu, c'est lors de l'éclatement des hémacées qu'on a des symptômes. Donc, on a aussi la fièvre et la frisson due parce que lors de l'hémolyse, il y a libération de substances pyogènes, évoluées par des accès intercoupés de périodes de rémission clinique. L'éclatement de schizontes est en général synchrone, donc la fièvre est intermittente. On a aussi les lictères dus à la bilirubine, splinomégalie parce qu'on a l'hémolyse et la phagocytose des hémacées parasitiques. Maintenant, il faut savoir diagnostiquer un paludisme. Donc, toute fièvre au cours d'un séjour en zone d'endémie palustre doit faire évoquer le diagnostic de paludisme, c'est clair. Donc, toute fièvre doit faire rechercher un antécédent de séjour. Donc, si on a la notion de séjour, fièvre avec séjour, directement on pense à palu. Mais si on a fièvre inexpliquée, on doit rechercher dans les antécédents une notion de séjour dans une zone d'endémie palustre. Pour la falciparine peuvent survenir à partir de 7 jours jusqu'à 3 mois après avoir quitté cette zone. Donc, cette notion est très importante. La chimioprophylaxie antipalustre, même correctement prise, n'élimine pas totalement le risque. Donc, on a nombreuses présentations du palud qui sont trompeuses. Il y a vraiment des pièges de diagnostic. Donc, la suspicion du diagnostic impose recherche urgente du parasite par un accès simple peut rapidement évaluer parce que l'accès simple peut rapidement évoluer vers un palustre grave et entraîne le décès du patient. Maintenant, on commence par l'accès simple. Le diagnostic positif basé sur des renseignements cliniques et biologiques. Pour clinique, comme on a déjà dit, la fièvre, elle évolue par accès avec frisson, sueur, sensation de froid pendant quelques heures, intercoupée par des phases quasi asymptomatiques. Elle est classiquement périodique, tierce, c'est-à-dire G1, G3, G5 pour falciparine, vivax et ovale. Quarte, c'est-à-dire G1, G4, G7 pour malaria et toutes les 24 heures pour nebuliser.
Mais cette périodicité n'est que rarement observée, c'est-à-dire apparente seulement si le diagnostic a retardé. Donc ne basez pas beaucoup sur cette fièvre intermittente. On a aussi les céphalées, les myalgies, les troubles digestifs, splénomégalie et l'ictère sont inconstants. Pour les signes biologiques, on a des signes d'orientation et signes de certitude. Les signes d'orientation, on note en effet une thrombopénie, parfois syndrome inflammatoire, l'hémolyse, cytolyse hépatique. Et pour la confirmation, on a la confirmation se fait par la mise en évidence de hématozoaires par frottémès et goutte-épaisse. C'est la technique de référence, mais qui nécessite une certaine expertise. Ces examens doivent être réalisés en urgence sans attendre un pic fébrile. Ils permettent la mise en évidence du parasite en attendant le diagnostic positif du palu et l'identification de l'espèce par frottémès si la parasitémie par frottémès. Donc, ou bien on utilise une autre méthode, c'est le test de diagnostic rapide, le TDR. TDR, le plasmodium sur des bandelettes antigéniques, c'est-à-dire de protéines spécifiques. Des antigènes recherchés sont des protéines, le HRP2 et le PLDH, et détecter les espèces pathologiques pour l'homme. La sensibilité est de 100%. D'accord? Pour le TDR, ne nécessite pas vraiment une expertise pour voir les résultats. C'est ça l'avantage. Donc le biologiste doit rendre le résultat dans un délai de moins de 2 heures. Pour le retentissement, tout paludisme doit bénéficier d'une évaluation clinique et biologique à la recherche des signes de gravité. Maintenant, les signes de gravité. Très important d'apprendre ces signes. On recherche des signes de défaillance neurologique, tels que l'obnubilation, le coma, Glasgow inférieur à 11, c'est ça, des signes neurologiques. Puis les signes respiratoires, par la saturation, les signes radiologiques aussi, images interstitielles. Puis les signes de cardiovasculaire, pression artérielle systolique inférieure à 80, parfois nécessite de drogues vasopressives et lorsque la lactate supérieure à, c'est le choc septique. L'hémorragie, l'ictère avec bilirubine supérieure à 50, anémie profonde avec l'hémoglobine inférieure à 7, hématocrite inférieure à 20, hypoglycémie, acidose, hyperlactatémie, hyperparasitémie supérieure à 4, insuffisance rénale. Tout signe est très important à apprendre parce que la présence d'un seul signe suffit pour le transfert en réanimation. Donc, pour savoir connaître un paludisme grave, donc c'est une complication rare du paludisme, mais toujours évitable. Tout accès de palustre à falciparum peut évoluer vers une forme grave et entraîne le décès du patient, un retard diagnostique ou bien un traitement inadapté sont toujours en cause. Pour les points importants dans le paludisme grave, on note que le falciparum est responsable de la quasi-totalité des accès palustres graves, rarement nauséeux et vivax. Toute forme clinique de Plasmodium falciparum peut évoluer vers paludisme grave. Donc, on a un terrain à risque de complications, comme l'enfant, la femme enceinte, sujet âgé, splénoctomisé et immunodéprimé ou bien sujet avec comorbidité. Pour les critères de gravité, la présence un seul des critères de gravité justifie l'hospitalisation en urgence et avis immédiate d'un réanimateur. Ici, c'est un schéma pour la prise en charge. Donc, si on a fièvre au retour d'une zone d'endémie palustre, on fait soit frottis goutte épaisse ou bien TDR. Si c'est négatif, c'est rechercher d'autres diagnostics différentiels. Si positif, deuxième étape, c'est la recherche des signes de gravité. Si on a un signe de gravité, donc on passe traitement par artésunate IV plus AV réanimateur. Si on n'a pas de signe de gravité, on voit si on a des vomissements. Si oui,
on hospitalise le malade et on fait le quinine en IV. Sinon, on traite en ambulatoire le malade par les ACT. Maintenant, on a ici les molécules utilisées pour le traitement de palu. Donc, on a les quinines. Le quinine, c'est soit pérose, soit IV, mais jamais en EM. Pour les effets secondaires, les acouphènes, les vertiges, mais surtout l'hypoglycémie et la toxicité cardiovasculaire, d'où l'intérêt de réaliser un ECG avant de commencer le traitement. L'artésunate, il peut donner anémie hémolytique retardée. Chloroquine. Le chloroquine peut aussi être utilisé dans le traitement. On a aussi le mifloquine, etc. Pour les mesures prophylactiques, on a des protections personnelles devant être impliquées strictement dès la tombée du jour et pour toute la durée de la nuit. Donc, basé sur port des vêtements couverts, application des répulsives sur les zones cutanées découvertes et aussi moustiquaires. Pour la chimioprophylaxie, on a soit l'atrovacone ou bien le proguanil. La prise est quotidienne durant tout le séjour plus une semaine après. On peut aussi donner mifloquine de façon hebdomadaire 10 jours avant le départ et pendant tout le séjour plus 3 semaines après. Maintenant, je passe sur l'instruction algérienne 2020 qui ont basé beaucoup plus sur le dépistage et les moyens de dépistage. Donc, j'ai pris seulement les points importants. Et disons que le diagnostic biologique de palu est primordial pour la détection des cas de paludisme et qui repose sur la microscope, bien sûr, par réaliser des frottis minces et gouttes épaisses, ou bien par le TDR. Donc, il est à noter que frottis minces gouttes épaisses demeurant la technique de référence pour le diagnostic du paludisme et peuvent être substitués par le TDR en fonction de situations spécifiques. Alors, le médecin doit penser à pallier devant deux situations. Premièrement, la présence de fièvre accompagnée d'autres signes bien. Donc, la présence de fièvre avec des antécédents ou bien antécédents de fièvre ou bien autres signes accompagnés avec une notion de 6 jours dans une zone d'endémie dans les 30 jours suivants. Donc, fièvre avec 6 jours. Ou bien fièvre accompagnée ou bien d'autres signes avec en période de haut risque de transmission. Surtout dans les wilayas du sud de la strate 1. Le strate 1, c'est-à-dire Adarat, Tamrast, Ouergla, Élysée, Gherdaya. Ou bien strate 2, c'est-à-dire Béchar, Loued et Tindouf. Ou bien d'autres wilayas en période qui s'étendent du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Donc, on suspecte soit fièvre avec notion de séjour ou bien fièvre dans une période de haut risque de transmission, c'est-à-dire période où l'anophèle a une hyperactivité dans cette période et surtout dans les zones de strate 1 et strate 2. Donc pour le dépistage, on a deux types, soit le dépistage passif, soit actif. Pour le actif, on a on partage entre de réactif et proactif. Donc pour le dépistage actif, donc dans le cadre de la prévention de la réintroduction du palu, parce que l'Algérie est éradiquée le palu, donc on prévenir la réintroduction. Donc il y a une augmentation de l'activité de dépistage et indispensable, notamment dans les wilayas du sud. Donc le dépistage passif du palu, qui s'applique déjà à tout cas suspect du palu et devant toute fièvre au retour d'une zone d'endémie du paludisme. Donc pour les cas, il faut
le dépistage est obligatoire dans tous les cas de fièvre ou avec son foyer identifié, surtout chez les enfants moins de 5 ans, la femme enceinte, et surtout en période à risque élevé comme le strate 1 et strate 2, devant aussi fièvre inexpliquée ou devant aussi les populations mobiles. Ça pour le dépistage passif, concerner les cas suspects. Maintenant, le dépistage actif. Le dépistage actif, on a deux, réactif et proactif. Donc, pour le réactif, par exemple, suite à une notification d'un cas, on a un cas de palais. Il est recommandé de dépister son entourage. Et l'entourage de dépistage concerné, les ménages dans un rayon de 100 mètres autour de cas. Et à renouveler entre 20 à 60 jours si le premier dépistage est négatif. Pour le dépistage proactif, il doit être renforcé notamment en période à haut risque de transmission qui est de mois de août jusqu'à décembre, en particulier après la survenue de pluie. Donc le dépistage concernait surtout la population mobile. Pour les moyens de dépistage, on a le frottis-main, Sigutipes, bien sûr, c'est la technique de référence pour le diagnostic biologique du palais, réalisé dans l'enceinte d'un laboratoire et par un personnel qualifié et expérimenté. Pour TDR peut pratiquer en tout lieu et à tout moment, sans pour autant exiger un laboratoire ou bien personne expérimentée. Donc le TDR peut être utilisé pour dépistage réactif, proactif, par l'équipe mobile ou bien dans le pavillon d'urgence, dans la salle de soins, tout simplement. Et merci.